Il faut se lancer et vous ne pouvez pas vous imaginer, ne sous-estimez pas où est-ce que vous pouvez arriver. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Aujourd'hui, en interview au programme avec mon invité, on va parler Instagram, on va parler social media, on va parler business en ligne, bien sûr, on va parler start-up, on va parler formation en ligne, on va parler même un Netflix de la formation en ligne du futur. J'ai vraiment le plaisir aujourd'hui d'avoir en invité Pablo. Comment vas-tu? Ça va, Pablo? Salut David, excellemment, super, merci pour l'invitation. Et toi, comment tu vas? Moi ça va, ouais, un peu fatigué encore de la semaine là, parce que ça a charbonné, mais ça fait toujours plaisir d'être, tu vois là, on est en interview, tout à l'heure je serai en live, après en coaching. La vie d'entrepreneur c'est vraiment, mais vraiment génial je trouve. C'est clair. Pablo, bon, il y en a plein. Aujourd'hui, oui, tu n'es plus à présenter, mais il y en a encore quelques-uns qui ne te connaissent pas. Il y a une chose importante dans le branding, et je pense que tu le sais, qui est le pitch. Le pitch, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Yes, salut à tous, moi c'est Pablo Guirao. Donc actuellement, je viens de lancer ma startup, ma première startup, Skill. Mais bien évidemment, avant de lancer cette startup, j'ai eu un parcours d'entrepreneur assez atypique. J'ai fait un peu de touche à tout, disons-nous, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat très récemment, dans l'optique d'atteindre cette liberté financière, tant promise par l'entrepreneuriat, liberté financière qui amène à la liberté géographique. J'ai commencé il y a 10 années l'entrepreneuriat pour justement vivre cette liberté financière et géographique, parce que le salariat, c'était pas vraiment fait pour moi. Donc, 10 années en arrière, je me lance dans le web design par passion, par formation. Donc, je me suis formé dessus, sur le web design, et par passion, parce que j'ai un esprit très créatif et j'adore la création, j'adore faire travailler mon imaginaire et retransmettre des émotions dans les visuels ou dans les chartes graphiques que je peux créer. Donc, 10 ans de ça en arrière, je me lance dans le web design. Et pour pas te le cacher, David, par appât du gain, je me suis très vite tourné du côté du marketing. Donc j'ai très souvent, c'est ce qu'on fait lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne également lorsque vous lancez dans l'entrepreneuriat comme ça. Cherchez plutôt également un business à cash flow au début. On dit souvent qu'il faut suivre sa passion. Ça, on pourra en discuter des heures. Il faut être aligné avec soi-même. Je suis complètement d'accord. Par contre, lorsque vous lancez dans l'entrepreneuriat, la première des motivations, c'est vraiment les résultats que vous pourrez avoir et faire entrer du chiffre d'affaires dans votre entreprise, ce qui vous permettra de tenir sur le long terme, bien évidemment. Short, mid et long terme. Donc en général, moi je préconise vraiment un business à cash flow dès le début pour se lancer, se mettre un pied dans l'entrepreneuriat, et ensuite lorsque vous êtes plus à l'aise, s'aligner plus sur ce que vous êtes vraiment, sur qui vous êtes vraiment et vraiment sur votre passion. Bref, donc je me lance vraiment dans le marketing 3-4 ans après avoir démarré, plutôt 3 ans après avoir démarré l'entrepreneuriat, à faire des petits sites internet en web design, donc des sites que je facturais à l'époque entre 100 et 200 euros. Voilà, au début, il ne faut pas être trop gourmand également. Il faut se créer un portfolio, c'est également très très important. C'est un conseil qu'on pourrait vous donner en permanence. Limite faire des petits travaux gratuits, alors pas forcément faire un site internet en entier, mais peut-être des logos, si jamais vous êtes en web design, gratuit au début, pour essayer d'avoir un certain poids lorsque vous allez parler au prochain client avec votre portfolio. Donc voilà, donc je me lance ensuite dans le marketing et tout de suite, je tombe sur une vidéo de Gary Vaynerchuk, le fameux Gary Vaynerchuk, qui commençait à vanter les mérites d'Instagram. Et encore à cette époque-là, personne ne parlait d'Instagram, ou encore, c'était encore très exclusif à tout ce qui est photographe. À l'époque, au début d'Instagram, c'était vraiment un réseau social créé pour les photographes et les artistes. Et Gary Vee a été le premier à dire, à pousser les business avec son esprit visionnaire qu'il a, comme on le connaît, à pousser les business à vraiment s'intéresser à Instagram, qui a vraiment un fort canal de conversion. Et encore à cette époque, comme je te le dis, David, aucun business n'utilisait Instagram. Il n'y avait aucune entreprise référencée sur Instagram. Il y a 10 ans, non. Il y a 10 ans, c'est un peu moins de 10 ans, il y a même 6 ans. C'était compliqué, et donc je vois le bon filon et je me lance là-dedans. Et j'ai commencé comme freelance sur Instagram. Les débuts ont été freelance sur gestion de compte Instagram, marketing et vente sur Instagram.
Les débuts ont été compliqués parce que moi, dès le début, j'ai pris la tangente des entreprises et non des influenceurs. Donc vraiment pas augmenter la croissance des comptes influenceurs lifestyle, mais vraiment des entreprises. J'étais un des premiers à le faire. Les débuts ont été très compliqués. J'ai même fait du démarchage dans la rue, hein. Donc j'allais voir. Au début, c'était beaucoup les fleuristes parce que ça convertissait pas mal les fleuristes sur Instagram au début. Voilà, donc j'ai mes premiers clients et ensuite après j'ai monté l'agence xfame.io qui a vraiment cartonné. Et me voilà, après 4 ans, 5 ans d'aventure avec cette agence-là, je lance la première formation la plus poussée sur le marché français sur Instagram, qui apprend vraiment comment utiliser Instagram comme vraiment canal vecteur de croissance pour son entreprise. Donc vraiment comment trouver des clients, comment closer des clients, comment prospecter et closer des clients sur Instagram. La formation, c'est Businessgram. L'aventure a commencé en 2019. Et maintenant, j'ai un peu pivoté et je me dirige vers une startup, donc vraiment une structure un peu, enfin une entreprise un peu plus structurée sur un modèle plus startup où on vise la valorisation de la boîte. Voilà un peu pour mon parcours. Merci Pablo, génial. Je pense que déjà ça nous donne un petit peu voilà tout le de quoi on va parler et tous les sujets sur lesquels on va parler. Je vais revenir, je vais revenir un petit peu dans le passé et alors tu as dit que tu avais commencé dans le business. Donc quand tu as commencé dans le business en ligne. Tu t'es tout de suite mis dans le business en ligne ou avant tu es sorti d'école et tu t'es mis dans le business en ligne directement? Alors Comment c'est ça quelque s'est chose passé? alors c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte très peu, mais non, avant l'entrepreneuriat, j'ai travaillé, j'étais agent de sécurité, j'ai travaillé, j'étais animateur dans les écoles. Voilà, donc j'ai travaillé. Mais Ok. je suis de personnalité, j'aime peu les règles en fait. J'ai du mal avec les règles. Donc j'ai tout de suite voulu être mon propre patron. Alors fixer les règles, par contre, lorsque tu es patron, il faut fixer les règles parce que tu as des salariés, tu as des personnes à payer. Donc là, donc fixer les règles, je suis pas mauvais, mais pour moi, qu'on me mette des règles, c'est plus compliqué. Donc le salariat, c'était dur. Même l'école était dure pour moi. Mais Donc, ça ouais. t'a permis au moins de savoir ce que tu voulais pas, j'imagine. Exactement. Exactement, ouais, ouais, clairement. Donc je sais qui je suis, j'ai très tôt su qui j'étais. J'ai eu également un enfant, ça fait partie de mon parcours, hein. Et c'est pour ça que j'ai un grand pourquoi. Et qu'en entrepreneur, il faut trouver son pourquoi, parce que l'entrepreneuriat, c'est des pics, et c'est des pics vers le haut, et c'est des pics vers le bas. C'est comme l'investissement, c'est comme la bourse, hein. Il y a des pumps et il y a des dumps. Exactement. Euh, donc, si vous n'avez pas de pourquoi fort, pourquoi vous levez le matin pour faire ce que vous faites, pourquoi vous êtes entrepreneur, n'oubliez jamais pourquoi vous avez voulu être entrepreneur. Et moi, c'est mon fils, par exemple, et voilà. Et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Non, non, en fait, c'était le passage entre le salarié, du moins entre la sortie d'études et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup, je t'ai demandé ça parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, tu es fondateur d'une start-up, cofondateur d'une start-up, t'es toujours ou tu as été fondateur d'une agence en social media, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais pour moi aujourd'hui c'est pas possible. Tu vois là où je veux aller parce que on te Ouais. voit juste, on ne voit que le résultat. Moi j'aime bien voir aussi d'où t'es parti parce que t'es, excuse-moi, mais je pense que t'es comme les autres. T'es comme Pierre, Paul, Jacques, c'est-à-dire qu'il y a un moment, t'as eu une volonté, t'as eu une intention, t'as eu un pourquoi. Tu t'es mis donc dans le business en ligne avec une certaine réflexion. Mais t'as pas commencé avec 10 000 abonnés sur Instagram, t'as pas commencé, j'imagine, avec 1000 ou 2000 ou 10 000 abonnés sur YouTube. T'as commencé comme tout le monde, je l'imagine. Exactement, exactement. Il faut se lancer et vous ne pouvez pas vous imaginer, ne sous-estimez pas où est-ce que vous pouvez arriver. Et lorsque vous lancez, très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir, ou même des élèves qui viennent me voir et qui me disent Pablo, ok, tu nous dis de faire des lives sur Instagram pour fédérer notre communauté. Tu nous dis de faire des lives avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, comme on le fait actuellement, pour avoir plus de visibilité et pour partager ton message. Sauf que lorsque je fais des lives ou lorsque je poste même sur Instagram, j'ai 10 likes, il y a 2 personnes en live. Ce n'est pas grave. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber et 2 personnes, c'est 2 personnes. Sur ces 2 personnes-là, c'est peut-être une personne qui va vous faire rencontrer une autre personne. Chaque action que vous menez, c'est une petite pierre que vous posez sur votre édifice. J'ai commencé, pareil, hein, là maintenant, enfin, j'en ai pas parlé, mais je suis à la tête du plus gros groupe francophone sur le marketing et la vente Instagram, Instagram Suprématie. Et j'ai commencé, on était 100 membres.
Alors, vous allez pouvoir pimenter un peu votre croissance grâce à ce qu'on appelle des gros hackings. Dans tous les cas, maintenant, pour moi, il n'y a plus trop de gros hackings purement techniques. À l'époque, ce qu'on pouvait faire, c'est créer plein de profils Facebook, par exemple, et inviter en masse des gens sur les groupes Facebook, ajouter en masse des personnes sur vos groupes Facebook. Maintenant, les algorithmes sont de plus en plus intelligents, l'IA est de plus en plus à la pointe, donc c'est de plus en plus compliqué de gros hacker les plateformes. Par contre, le gros hack qui reste, c'est vous. Vous êtes votre propre gros hack. Donc, si jamais vous avez vraiment un message à véhiculer, un message à passer, vous avez une personnalité, vous avez un message différent sur votre marché, n'hésitez pas à faire des lives avec plein de monde. N'hésitez pas à vous montrer, passer face caméra. Que vous ayez 2 personnes, c'est pas grave. Voyez futur, voyez long terme. On a tous commencé comme ça. Et dites-vous que chaque petit live que vous allez faire, c'est une pierre que vous posez à l'édifice. Et je viens vraiment de rien du tout. Énormément de monde, je parle à beaucoup d'entrepreneurs à succès, comme on pourrait les appeler entre guillemets, ou que vous voyez des personnes qui peuvent vous inspirer, mais c'est des personnes comme vous, c'est des personnes comme moi, et c'est des personnes on a commencé, mais c'est juste qu'on a été constant. C'est la constance la clé. Il faut être constant. Exactement, tout à fait, et sortir de sa zone de confort. Parce que si on sort pas de sa zone de confort, on va avoir du mal à être visible. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent quand on commence, c'est donc quand tu t'es mis comme ça, tu t'es sorti, alors tu as fait quelques boulots, quand tu es sorti de tes études, tu t'es dit ok, c'est pas pour moi, non merci, je me lance, j'ai une mission, et tu t'es lancé, alors tu nous as expliqué que tu t'étais pas lancé avec au départ un véritable pourquoi, mais plutôt avec un objectif marketing pour avoir tout de suite des résultats et ensuite te réaligner dans ton pourquoi, d'après ce que je comprends. Mais quand tu t'es lancé sur le business en ligne, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients ? Alors le premier client j'ai eu web design, c'était du bouche à oreille, c'était un ami, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, après, à l'époque, c'était beaucoup de SDZ, c'est du zéro. Pour les anciens qui connaissent, qui est devenu Open Classroom maintenant. Donc, je vendais mes services. Je vendais mes services sur le site du zéro à l'époque. Sur les forums, beaucoup les forums à l'époque. Beaucoup les forums. Par exemple, un exemple concret également. Par exemple, un des deuxième ou troisième sites que j'ai fait, c'était pour une animalerie en ligne, une boutique en ligne. Donc c'était ils vendaient des produits pour les reptiles. Pareil, sur un forum, une personne cherchait un web designer, etc. Voilà. Donc, c'était de la prospection de l'époque, quoi, les forums. Okay. Pour trouver vos premiers clients, la prospection, c'est le meilleur moyen dans tous les cas. D'après ce que je comprends, donc, tu as été chercher tes premiers clients avec de la prestation. Donc, ouais. Si aujourd'hui tu avais un conseil à donner, parce que le forum ça existe toujours, mais c'est peut-être un peu moins d'actualité, c'est peut-être un peu moins le support qu'on va aller en premier. En Europe, parce qu'aux États-Unis, le forum ça déboîte encore. Reddit, Reddit, c'est un truc de fou. Ouais. Mais en Europe, un tout petit peu moins, le forum. Donc aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner pour aller chercher ses premiers clients, et par rapport à quel type de produit, ça serait quoi ? Ok. Type de produit, ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de ce que vous faites. Vous pouvez être prestataire de service, coach, consultant, vous pouvez faire un peu de tout à la fois également. Vous pouvez avoir plusieurs packs dans votre expertise. Pour toi, on peut vendre au départ de la même façon une formation qu'une prestation ? C'est pas plus compliqué ? Oui. Alors, tu ne peux pas vendre une formation comme tu vendrais de la prestation. La manière de démarcher et où tu vas démarcher les gens n'est pas la même. Chaque type de produit, chaque business model a vraiment un archétype type à lui, un business model qui lui est, enfin plutôt un tunnel de conversion qui lui est type. Par exemple, si jamais vous êtes sur la prestation de service et vous vendez du high ticket entre guillemets, donc des produits à 1000 € et plus, on sera plus dans la conversation. Forcément, c'est-à-dire converser avec le maximum de personnes pour essayer de les convertir ensuite au téléphone, par exemple, avec un contact direct avec la personne. Forcément, si vous vendez de la formation à 7 € ou même 15 €, on sera plus sur un tunnel de vente automatisé. Vous n'allez pas vous amuser à convertir les personnes en DM en permanence. Quoique ça, je l'apprends également dans la formation Businessgram, comment closer sur Instagram. Et lorsque vous êtes au début, même si vous vendez une formation de 15 €, un client reste un client. Donc, si vous devez converser 1 heure avec un client pour avoir une vente à 15 €, n'hésitez pas à le faire. D'accord ? C'est très important. Beaucoup de personnes se lancent par appât du gain également et veulent avoir des chiffres très gros très rapidement. Mais focalisez-vous d'abord sur avoir votre premier client, votre deuxième client. Vraiment, voyez d'abord macro, en mode macro, micro, avant macro.
C'est vraiment, vraiment très important. Donc, forcément, chaque business model a son tunnel de conversion type. Le conseil que je donnerais pour trouver ses premiers clients, c'est rapidement travailler son branding, son personal branding qui plus est, mais à côté, prospecter également. La prospection va être un catalyseur. Ou plutôt le branding va être votre catalyseur, mais c'est important de faire entrer rapidement du chiffre d'affaires dans votre entreprise pour garder cette motivation. Parce que vous lancez entrepreneuriat, c'est tout nouveau, vous avez plein de trucs à apprendre, vous devez vous former en permanence. Le saint graal de chaque entrepreneur, de tous les entrepreneurs, ça reste la motivation. Au début, on va pas se le cacher, pour garder cette motivation au pic, il faut faire entrer du CA dans votre entreprise, vous n'avez pas le choix. Donc, c'est très beau de partager du contenu sur les réseaux sociaux, mais allez très rapidement faire de l'outbound marketing, donc allez chercher également les clients. C'est très important. Prospecter, prospecter, prospecter. Et à côté, travaillez votre branding. C'est-à-dire que ensuite, c'est l'effet boule de neige. Vous allez chercher des clients que vous allez prospecter, mais derrière, vous aurez quelque chose à montrer parce que vous aurez travaillé votre personal branding. Donc, vous aurez posté sur votre compte Instagram, vous aurez montré votre valeur, vous aurez montré la valeur que vous apportez, votre expertise, vous allez marquer votre autorité. Donc, également, travailler son branding, ça permet d'augmenter le taux de conversion lorsqu'on va prospecter des clients. Donc vraiment, moi, c'est les deux canaux qu'il faut vraiment maximiser, c'est la prospection et le branding. Faites-vous une routine de stratégie de contenu et à côté, allez prospecter en permanence. Sur Instagram, on peut envoyer plus de 50 DM par jour, d'accord, en call DM. Donc, n'hésitez pas à le faire. Tous les jours, 50 DM. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de faire du cold calling. Ce qu'on appelle du cold calling, c'est qu'on appelle à froid. On va dans les pages jaunes, on appelle à froid des entreprises. Maintenant, de plus en plus, les pôles commerciaux, les pôles marketing utilisent les DM comme canal pour parler avec leurs clients ou parler avec de potentiels prestataires de services. C'est ce qu'on appelle le social selling, d'accord, c'est de plus en plus en vogue. Donc n'hésitez pas à contacter les entreprises directement dans les DM, les entreprises ou même les entrepreneurs, tout dépend ce que vous vendez. Mais voilà, prospection plus travailler vraiment son personal branding, petit à petit, vous allez voir que si jamais vous êtes constant, vous allez croître de manière exponentielle. Donc ouais, c'est inbound marketing, parce qu'on en parle souvent, mais aussi outbound marketing, le fait de sortir encore une fois de sa zone de confort et de proposer des choses, parce qu'au début, vu qu'on est connu de personne, bah forcément, il faut taper à la porte, mais d'une certaine manière, et ce personal branding et cet inbound marketing, donc ce contenu que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, bah, ça va augmenter la confiance de vos prospects, ça va augmenter votre expertise et surtout la perception que peut avoir les prospects que vous avez démarchés dans l'expertise et dans ce que vous faites. Donc les deux cumulés, forcément, bingo. Et une fois que vous allez avoir vos premiers clients, vous allez avoir de la preuve sociale, vous allez avoir des témoignages et grâce à ça, après c'est l'effet boule de neige. Merci pour ta réponse très complète et je pense que ça va aider plus d'une personne parce que c'est souvent on se dit ok mais je commence comment, c'est en fait je trouve que c'est bien le business en ligne parce que ça rapproche les gens mais en même temps ça complexifie les choses parce qu'il y a tellement d'informations, c'est un monde qui est tellement ouvert qu'on sait plus par quelle boule prendre. Moi je me rappelle Ouais, c'est exactement. Moi, je me rappelle qu'au tout début, c'était facile. Vu qu'il n'y avait pas véritablement Internet, et c'était soit du porte-à-porte, soit du téléphone, ou à la rigueur, un tout petit peu, quand j'ai eu vers 25 ans, c'était le mailing. Ouais. Mais voilà, c'était facile. On savait comment... Il n'y avait pas 36 moyens. Aujourd'hui, c'est un monde qui est tellement ouvert qu'on ne sait même plus par où commencer. Du moins pour ceux qui commencent. Alors, c'est plus facile que jamais, mais c'est également plus dur que jamais. C'est-à-dire qu'on peut avoir une visibilité incroyable en très peu de temps, en short terme. Il suffit de tomber même limite, entre guillemets, sur la bonne personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont explosé parce qu'ils ont eu une visibilité très rapidement grâce aux réseaux sociaux. Ils ont fait le buzz, entre guillemets, ou ils ont fait un live avec la bonne personne, où ils ont les bons contacts également. Et très rapidement, tu peux très rapidement exploser. Mais le truc, c'est qu'il y a également à côté de plus en plus de concurrence. Et en plus, le marché est de plus en plus sophistiqué. Donc, c'est-à-dire que tous les prestataires de services, ou plutôt tous les entrepreneurs qui sont dans le business en ligne, doivent en permanence s'améliorer parce que le marché évolue très très vite sur le digital, c'est juste incroyable. En plus, maintenant, j'investis un peu dans la crypto-monnaie, on a la blockchain qui arrive et qui est en train de révolutionner Internet également et comment se partager les informations. Donc, même nous, bientôt, on est à la ramasse, quoi. Donc, en fait, ça n'a jamais été aussi facile. C'est clair. Ça n'a jamais été aussi facile, mais jamais été aussi dur également. Il faut suivre. Et c'est pour ça également qu'on a créé ce projet Skill, tu vois, David. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme tu l'as très bien dit, il y a un phénomène d'infobésité. Il y a de plus en plus d'informations. On ne sait plus qui croire et où trier, le pour, le contre.
Lorsque vous lancez l'entrepreneuriat, il faut faire la publicité Facebook, il faut être sur Instagram, il faut etc. etc. Alors déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est que lorsque vous lancez l'entrepreneuriat, prospectez directement. Ayez une offre claire, limpide, ce qu'on appelle une offre irrésistible. Adressez-vous à un marché cible, soyez dans l'océan bleu. D'accord ? L'océan bleu, c'est vraiment être là où il y a une forte concurrence, mais une forte demande. C'est compliqué à trouver, mais vous pouvez le créer, votre océan bleu, en vous positionnant, différemment, en travaillant votre image de marque d'une manière différente, disruptive, innovante, etc. Vous pouvez vous le créer à vous également, l'océan bleu. Vous pouvez vous-même le créer, l'océan bleu. Et donc voilà, il y a un phénomène d'infobésité, donc c'est pour ça également qu'on a créé Skill. C'était vraiment dans cette optique-là. C'était pour vraiment créer une plateforme pour même permettre aux gens de ne plus se poser la question si ce formateur est légitime et vraiment consommer des masterclass avec une belle qualité visuelle, d'accord, en illimité. Et toujours se mettre... se former avec les bonnes personnes. Se former avec les bonnes personnes pour pouvoir se développer dans le business. On va y venir à Skill très rapidement, mais avant, donc je voulais revenir justement à ces débuts. Tu as trouvé tes premiers clients et tu nous as indiqué comment, et merci. Ensuite, dans ta présentation, tu m'as indiqué que tu étais fondateur d'une agence de social media, X-Fame. Je ne sais pas si cette agence, elle continue de vivre ou pas ou... Non, c'est fini. Okay. C'est fini. D'ailleurs, vous pouvez voir sur X-Fame. Ouais. Dis-moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... parce que, bon, à mon avis, c'est fini parce que tu peux pas t'occuper de tout et parce que tu as tellement de projets qu'à un moment, tu t'es focus sur un projet, j'imagine. Exactement. J'avais déjà du mal avec la prestation de service lorsque j'ai lancé la formation et c'est quelque chose que j'adorais, coaching, formation, et c'était compliqué de tenir le rythme. Je dormais plus là-dedans. J'imagine. Comment t'as pu passer donc de tes premiers services en communiquant sur Instagram à du personal branding à une agence? Quel a été le but de l'agence pour toi? Pourquoi faire une agence? C'était suite à de la demande ou c'était une volonté de ta part de dire une agence, il y a ce côté rigoureux, sérieux, etc. Alors, je pense que c'est force de caractère, hein. J'ai toujours voulu monter une grosse structure. Là, je suis en train de le faire avec Skill. Je l'ai fait avec X-Fame, mais je sentais que j'étais plus non plus trop aligné avec ce que je racontais. Ça faisait 6 ans que je racontais la même chose sur Instagram. J'ai créé, moi, beaucoup de prestataires de services sur Instagram. J'ai créé beaucoup de coachs sur Instagram qui font un travail magnifique. Et je pense que c'était vraiment mon évolution logique de passer sur Skill et une structure comme Skill. Mais alors, je suis passé de freelance, hein. Donc, moi, je gérais les pages Facebook aussi à la base. Donc web designer à pas du gain marketing où ça payait un peu plus, boom des réseaux sociaux, donc je gérais des pages Facebook à l'époque et ensuite après je suis tombé sur la vidéo de Gary Vee qui vantait les mérites d'Instagram. J'ai fait du freelancing sur Instagram avec les clients déjà que j'avais grâce aux pages Facebook, je les ai poussés à être sur Instagram, j'ai fait du démarchage dans la rue et ensuite après j'ai monté mon agence parce que force de caractère, je sais pas, j'ai toujours voulu monter une grosse structure, avoir une équipe, etc. Finalement mon équipe c'était surtout très familial et j'ai toujours voulu travailler en petit comité, en petite équipe pour avoir des clients, pour avoir le luxe de sélectionner les clients avec qui je travaillais. Parce qu'on avait juste des résultats incroyables sur Instagram. À l'époque, on était vraiment les meilleurs gros hackers en France sur Instagram. C'est nous qui on crée nos propres bots, etc. Donc Instagram, je l'ai rincé en termes de gros hacking avec les bots, etc. En 2019, lorsque j'ai lancé Instagram Supremacy, j'ai bien dit d'arrêter les bots parce que c'était mort, l'algorithme avait changé, etc. Mais à l'époque, on créait des milliers de comptes satellites, on faisait grosse des comptes Instagram d'une manière incroyable. On pouvait te faire gagner en une semaine 20 000 abonnés. C'était vraiment la ruée vers l'or à l'époque des followers. Ah, les débuts hein, d'une plateforme. Les débuts. Ah oui, c'était juste incroyable. Donc voilà, j'ai lancé cette agence-là parce que j'avais toujours voulu une structure, une agence. Voilà, c'est. Il n'y a pas de. Est-ce que pour toi le fait d'avoir une structure, ça renforce le personal branding ou l'inverse? Je pense pas et de moins en moins. Les grosses entreprises, j'ai vu que tu as travaillé pour Coca-Cola, etc. Les grosses entreprises font de plus en plus confiance également. Alors, Coca-Cola peut-être pas passé par un freelance, quoique, je sais pas. Je connais pas les process internes, mais non, je pense pas. Non, je peux te le dire. Non, je pense pas. Peut-être pas Coca-Cola, c'est peut-être un gros exemple, mais beaucoup de grosses startups qui font de belles levées de fonds, par exemple, ne vont pas forcément passer par les plus grosses agences qui ont pignon sur rue sur les Champs-Élysées, par exemple. Les grosses boîtes adorent également les petites équipes en petits comités. Alors, vous allez peut-être pas
signer des gros devis à 100K si jamais vous êtes uniquement auto-entrepreneur, forcément. Mais pourquoi pas, d'accord? Les agences, il y a de plus en plus ce côté humain dans la relation client. Les gens adorent la réactivité. De plus en plus, si vous êtes la première personne à répondre à un appel d'offres, vous serez peut-être potentiellement la première sélectionnée. Vous avez plus de chances d'être sélectionné. La réactivité entre vraiment en compte maintenant. Les gens adorent les petites agences avec l'esprit familial et qui sont vraiment des A-players, qui sont vraiment nichés sur un sujet. N'essayez pas de monter une agence full stack avec des locaux sur les Champs-Élysées et 10 employés dès le début. Vraiment nichez-vous et je peux vous assurer que même comme ça, vous allez pouvoir draguer les grosses boîtes. Donc même si vous êtes une petite agence par exemple, ou même un freelance, vous pourrez signer de beaux contrats et draguer de belles boîtes. Ne vous limitez, voyez loin, c'est important vraiment de voir loin et n'ayez pas peur et n'ayez pas le syndrome de l'imposteur si jamais vous êtes vraiment expert dans ce que vous faites. Par contre, il faut vraiment être un expert. Alors, je reviens juste sur ce que tu disais juste avant. Le personal branding, je l'ai travaillé après Xfame. Xfame, j'avais aucun personal branding. Ouais. Le personal branding, je l'ai travaillé que depuis 2019. Sinon, moi, j'étais vraiment invisible sur les réseaux sociaux. J'avais que des comptes nichés pour faire de l'affiliation sur Instagram. J'avais plus de 100 comptes. Et j'ai repris un de ces comptes-là justement pour transformer en personal branding. Mais moi, ça fait très peu que je travaille mon personal branding, que depuis début 2019. Alors, je le faisais pour mes clients, mais pour ma pomme, jamais. Et vu que j'ai lancé la formation, etc., et c'est vrai qu'un des meilleurs canaux d'acquisition lorsque vous faites de la formation, du coaching, c'est travailler votre personal branding. Vous pouvez avoir une croissance exponentielle. Donc, j'ai travaillé mon personal branding après, quoi. D'accord, ok. Donc, en fait, tu t'es lancé dans la prestation. Ensuite, tu as monté une agence pour faire grossir ta structure d'un point de vue aussi, j'imagine, image de marque. Et ensuite, tu as monté ton personal branding parce que tu avais certainement des produits beaucoup plus adaptés aussi à ton personal branding. Exactement. De la formation qui était ok. Et ensuite, tu as arrêté tu as arrêté ton agence, tu as arrêté aussi t'as pas arrêté ton personal branding parce que ça, je pense qu'une fois qu'on ça revient, on l'a toujours. Mais tu as eu une idée et tu as une idée qui s'appelle Skills, qui est une start-up. On va en parler. Avant d'en parler, je vais présenter en quelques secondes cette start-up. Voilà, c'est pas moi qui vais la présenter, c'est toi-même. C'est parti. Et si on est ensemble, Le Netflix de l'entrepreneur. du rêve, À la réalité. vous allez apprendre À entreprendre. Donc skill.com, déjà la première question, comment on passe, ça je pense que c'est important, comment on passe de Monsieur Instagram, parce qu'on n'en avait pas parlé, mais voilà, c'était un surnom, comment on passe de Monsieur Instagram à cofondateur d'une startup? Déjà, beaucoup d'émotions en voyant le teaser. C'est le premier qu'on a lancé. Ça fait déjà 6 mois qu'on a commencé l'aventure, c'est beau. Là, on est entré en plein lancement en ce moment d'ailleurs, avec une offre de lancement. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, comment on passe de Monsieur Instagram à Skill? C'est très simple. Instagram, j'ai rincé Instagram, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait 6 belles années sur Instagram entre la prestation de services, du coaching, de la vente de formation, le groupe Instagram Suprématie. J'ai développé beaucoup de techniques également. J'ai donné beaucoup de techniques, beaucoup de gros hacking Instagram au marché français depuis que j'ai lancé cette aventure dans l'infoprenariat début 2019. Je pense que j'ai aidé pas mal de gens et je pense que j'arrive à terme. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais faire et c'est important que je sois encore plus aligné avec ce que je... Non, pas forcément saturation, mais juste envie d'un changement. Et je pense que c'est dans votre vie d'entrepreneur, vous allez voir que très souvent, vous allez pivoter. Très souvent, vous allez scale up. Et même si jamais vous vous dites, je ferai ça toute ma vie, je peux vous assurer qu'à un moment ou l'autre, vous allez pivoter, ou que ce soit peut-être que vous allez rester en même niche, mais vous allez pivoter votre offre. On pivote tous.
Moi, c'était vraiment une envie de pivot, mais pour scale-up vraiment et monter, comme je te l'ai dit, j'ai toujours eu cette envie, force de caractère, hein, j'ai toujours eu cette envie de monter vraiment une grosse structure. J'ai un gros pourquoi également. Je sais d'où je viens. J'ai envie de faire plaisir à beaucoup de monde. Et je sais qu'avec Skill, c'est vraiment la structure qu'il me fallait quoi, pour vraiment être épanoui dans mon parcours d'entrepreneur. Et là, j'arrive à un stade où ouais, je pense que je suis de plus en plus aligné avec ce que je fais. C'est un business model que j'adore également. C'est un business model qui a une courbe d'évolution juste incroyable. On peut s'amuser sur Skill. Toutes les semaines, on fait évoluer Skill. Il y a une V2 qui est en préparation également. On va sortir une application. Enfin, il y a une courbe d'évolution qui est juste incroyable et c'est excitant également en termes d'entrepreneuriat pur, quoi. Parce qu'on parle de levée de fonds aussi, quelque chose qui était inconnu pour moi. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense qu'une chose qui change par rapport à peut-être avant, c'est que là, c'est vraiment votre produit. C'est-à-dire que Ouais. tu t'amuses sur ton produit. Alors, je dis ton, mais vous êtes plusieurs. Mais alors qu'à l'époque, entre l'agence ou même parfois peut-être le personal branding, c'était de la prestation de service, c'était aussi aider les autres, beaucoup. Alors que là, c'est toi, pour toi, et il n'y a rien d'égoïste. Quand je dis pour toi, c'est que tu t'amuses avant toute chose, j'imagine. Mais c'est sur ton produit. Donc ça change la vision de l'entrepreneuriat, certainement pour toi. Ouais, clairement. Clairement, alors c'est beaucoup de boulot, hein. On fait pas beaucoup de nuits parce que malgré tout, faut que je garde. Alors quand vous lancez en modèle startup, n'essayez pas de vous rémunérer dès le premier mois. C'est pas un business à cash flow comme peut l'être le coaching, le consulting ou la prestation de service ou même si vous êtes auto-entrepreneur. Là, on vise vraiment plus une valorisation et on réinvestit tous les fonds qui entrent dans Skill. On réinvestit tout pour justement faire évoluer le produit et ensuite aller draguer les investisseurs, entre guillemets, pour une levée de fonds. Quoique la levée de fonds n'est pas obligatoire, bien évidemment, attention. La levée de fonds n'est pas obligatoire si vous pouvez scaler. Voilà, au début, exactement. Pour éviter de diluer, c'est pas obligatoire. Il y a un. Guillaume Aubèche, par exemple, hein, je pense que tu connais, qui vient de refuser 30 millions. Bon, alors lui, c'est plus qu'une levée de fonds, c'était un rachat, je crois, qui vient de refuser 30 millions, et il a 3 millions de revenus annuels juste avec du gros hacking, quoi, sans levée de fonds. Donc c'est très très beau. Et on peut réussir sans levée de fonds quand on monte une startup. Mais c'est vrai que si vous voulez accélérer la croissance, nous on est vraiment un petit tarif, on a un produit qui a un petit tarif, c'est 16,90 € par mois. Bon là, la promo elle a 12,90 €, mais ça va se terminer bientôt, ensuite ce sera 16,90 €. Pour vraiment commencer à être rentable, il faut vraiment qu'on touche, faut qu'on touche beaucoup de monde. Et c'est d'autres stratégies que vendre une formation, et c'est d'autres stratégies que la prestation de service. T'es encore sur un autre niveau, et c'est ce qui, je pense, crée du challenge pour toi, et c'est ça qui fait que t'es passé de Monsieur Instagram, pour conclure sur la question, c'est ça qui fait que t'es passé de Monsieur Instagram à Startup, c'est pour avoir certainement un nouveau challenge, c'est pour avoir de nouveaux objectifs, c'est pour construire sur du long terme, et donc c'est rechanger l'alignement, rechanger les objectifs, et sortir de nouveau de ta zone de confort, parce que c'est exactement ça. Tu connaissais pas le monde de la startup. C'est exactement ça. Je pense qu'on est un peu maso, excuse-moi de te couper, on a un peu maso sur les entrepreneurs, on a un peu maso sur les bords, c'est-à-dire que j'aurais pu vivre mon petit train-train tranquillou, j'étais très bien, hein. J'aurais pu vivre mon petit train-train tranquillou, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices pour Skill, en termes perso, pro également. Pierre-Eliott Lallemand, qui est mon co-associé également sur Skill. On est trois, hein. Il y a également Alma Guirao, qui est ma sœur, justement, qui est associée également sur le projet. Pierre-Eliott a laissé également de côté un gros business à cash flow. Lui vendait beaucoup de formations, il est influenceur business. Donc c'est des sacrifices, hein, même personnellement, c'est des sacrifices. C'est excitant, on s'aligne plus avec ce qu'on a envie d'être et où on a envie d'aller. Mais c'est beaucoup de sacrifices également, et ça faut le mettre en avant, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez des entrepreneurs entre guillemets à succès ou qui sont arrivés là où vous voulez être que la vie est rose et que tout est beau et on a les doigts de pied en éventail sur les plages de Bali. Pas tous. Non, et puis là, finalement, c'est comme si tu repartais de zéro, quoi. Ouais, c'est carrément ça. J'ai l'impression, c'est ce que je disais. Ouais, excuse-moi. Pourquoi ? Parce que le monde de la startup, c'est plus trop ton monde.
quand je dis ton monde, Ouais. c'était le monde de l'infoprenariat, etc., etc. Aujourd'hui, le monde de la startup, c'est un monde de financiers, c'est un monde donc d'investisseurs, c'est un monde différent sur le côté mass market aussi, etc. Donc, tu es dans un autre monde. Alors, tu démarres, comme, genre, je dis ça parce que j'ai connu, hein, j'ai lancé aussi des startups en recherche d'investisseurs, early adopters, etc., etc. Donc tout ce parcours, je le connais assez bien. Et voilà, des réflexions, est-ce qu'on doit faire rentrer tout de suite, est-ce qu'on doit diluer ou non maintenant les parts, comment, voilà, et jusqu'à combien on va capitaliser, etc., etc. Est-ce qu'il faut recruter une DAF ou pas? Est-ce qu'il faut recruter une DAF? Est-ce que voilà, etc. Des questions que tu te poses aujourd'hui, et donc c'est des questions que tu te posais pas il y a quelques temps, et qui fait que aujourd'hui finalement tu repars, ouais, c'est comme si tu repartais de zéro, parce que les investisseurs, ils te connaissent peut-être pas. T'es pas dans le milieu à la base des startups. Donc j'arrive sur un monde nouveau, mais ce qui est très intéressant, c'est que les hustlers enfin moi je suis un hustler, je me considère comme un hustler, et je pense que toutes les personnes qui nous regardent sont pour la plupart des hustlers, donc c'est des personnes qui ont commencé de rien, pas forcément sans argent dès le début, et qui ont le seul argent qu'ils avaient, c'était leur temps, hein, le seul investissement pardon qu'ils avaient, c'était leur temps. Donc solopreneur, freelance, indépendant. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et je pense que la plupart des coachs, consultants, prestataires services commencent comme ça. Bien évidemment, avant de monter une agence, vous êtes auto-entrepreneur. Le contraire serait pas logique. Sauf si vous êtes sur le modèle startup, où là vous lancez directement une SaaS ou une grosse structure. Avec forcément des fonds ou pas forcément des fonds, mais c'est intéressant quand même d'injecter des fonds dès le début, sinon c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que je ramène Pierre Elliott également, mon associé, on ramène cette vision de hustler et du travail de hustler, c'est-à-dire cette force d'apprentissage, cette force d'évolution et cette force de sortie de zone de confort que nous avons, nous les hustlers, parce qu'on a démarré de zéro, et parce que personne ne nous a aidés, et parce que dès le début, on a dû apprendre plein de compétences. Vu qu'on est tout seul, dès le début, on doit apprendre plein de compétences. Comment faire poster en automatique des posts sur Instagram, par exemple. Comment faire du copywriting. Comment travailler son storytelling. Comment faire un minimum de design également. Comment retoucher des photos, etc. Donc, les hustlers, on a des compétences incroyables. Et nous, moi et Pierre Elliott, ce qui est très intéressant, et il y a un autre qui le fait également à la perfection, c'est David Laroche, et j'adore le travail qu'il est en train de mener, avec Business Impact notamment. Il est vraiment en train d'amener cette audience de hustlers qui suit David Laroche, donc de hustlers, infopreneurs, etc. Vraiment leur faire découvrir un autre monde, qui est le monde de la startup. Le monde de la startup, c'est juste une entreprise qui est plus ou moins plus structurée, et qui vise la valorisation, qui vise une valorisation de boîte. Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'on a scalable surtout. Voilà, qu'un objectif scalable. Bon, ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous, on ramène cette vision de hustler, tu vois. Cette vision et cette manière de travailler de hustler. Et maintenant qu'on est dans ce petit monde de la startup, on a beaucoup de retours extrêmement positifs. Et si on peut mêler justement ces deux mondes, qui sont deux mondes totalement différents, si jamais vous nous regardez, vous ne connaissez pas trop le monde de la startup, vous ne vous rendez peut-être pas compte. Mais allez regarder par exemple des vidéos de The Family, etc. Vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quand même, une divergence entre ces deux mondes-là. En termes des termes utilisés également, hein, par rapport aux termes utilisés, par rapport à la vision, etc. Et nous, on est en train de mêler un peu ces deux mondes, et c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment amener la vision des experts hustlers, entre guillemets, qu'on peut retrouver sur Skill, à des start-upers potentiellement également avec Skill. On veut vraiment toucher toutes les typologies d'entrepreneurs. Et c'est un travail également qu'on est en train de mener avec Skill. Et il y a, comme je l'ai dit, David Laroche également qui fait magnifiquement ce travail avec Business Impact. Et ça va être également une des vocations de Skill. Sur un autre positionnement, mais ouais. qui est un peu plus sur le mindset. Ouais. C'est combien de temps entre l'idée et la sortie de Skill? Tu nous as dit tout à l'heure, tiens, ça fait 6 mois que le teaser a été diffusé, mais avant le teaser, il y a eu entre le teaser et l'idée, j'imagine qu'il y a eu du temps. Donc là, c'était le lancement, hein, ces temps-ci, parce que j'y ai participé, je suis client, l'un des premiers. Bravo à toi. Curieux en même temps, bien entendu. Et tu nous feras ton retour en direct. Voilà, exactement. Et j'aime découvrir tout ce qui se passe, aussi bien dans le monde de la startup que de l'infoprenariat.
Et combien de temps, donc, concrètement, entre ok, tiens, ça me pop, j'ai une idée dans la tête, je le fais vulgairement, mais c'est peut-être un peu ça aussi, à voilà, bah c'est là, on le lance, on fait une soirée de lancement, allez-y et profitez-en. Combien de temps, concrètement? Très rapide, hein. Comme je te l'ai dit, mentalité hustler, amené dans le monde de la startup, ça explose. Donc ça a été très très rapide. On est des gros travailleurs, des gros bosseurs et on sait où taper précisément pour lancer le projet. Beaucoup de startups qui se lancent également sont perdues parce que si on stéréotype un peu, c'est vraiment le mec sorti d'école de commerce qui a quelques fonds déjà qui arrivent derrière, quelques personnes qui l'aident avec quelques fonds perso et qui lance sa startup. Voilà, nous c'était vraiment de notre monde, on sort de notre monde et on lance une startup, donc c'est vraiment un parcours, un profil totalement différent. Mais je pense que c'est cette force qu'on a, nous, du monde dans lequel on vient, c'est cette force de travail et cette précision dans les stratégies qu'on peut mettre en place. On connaît notre marché, on sait à qui on s'adresse, nous sommes les personnes à qui on s'adresse, nous avons été les personnes à qui on s'adresse, donc ça a été très rapide. Le message a été très rapidement pitché. Ouais. Le positionnement a été très rapidement trouvé. Voilà. Ce qui manquait, c'était l'idée. Alors l'idée, comment on est venu à cette idée-là, Skill, je sais pas. C'est un éclair de génie, peut-être. On verra. Hein, le futur nous dira si c'était du génie ou pas. Pour le moment, il n'y a rien qui est fait encore. Hein. Ça marche bien, mais on est vraiment en lean startup. Hein. On s'est lancé, le produit est en train d'évoluer en permanence. Il est en MVP, j'imagine encore. Voilà. Exactement. Donc on a lancé une bêta test. Là, il est en MVP, version numéro 1. La V2 arrive, on est en train de la dev là justement. Normalement, ça devrait arriver à la rentrée. Voilà, petit exclu à la rentrée septembre. Mais vraiment, on va faire un lancement digne des hustlers. Et je donc, dis rien. Alors, concrètement, entre l'idée, c'est quoi? C'est 6 mois, 8 mois? Alors, concrètement, non. Alors, un jour, je vais voir Pierre Elliott et je lui dis, écoute, est-ce qu'on lancerait pas le Netflix de l'entrepreneur? Voilà. Il a dit que c'était sexy. J'en ai parlé à mon associé, une femme qui est devenue associée maintenant, qui est ma sœur, qui a déjà monté 3 startups, qui a une grosse startup là également, une belle valo. Donc elle connaît pas mal ce monde-là. Moi, c'était un monde nouveau pour moi et elle a adoré l'idée. Donc de l'idée à la bêta test, ça a duré 2 mois. 2 mois de développement, la bêta test sort. Ouais, 3000 bêta testeurs. Et maintenant, 6 mois après, la V1 sort et puis voilà quoi. Ok, donc entre l'idée et l'exécution et la sortie, 2 mois, ce qui est extrêmement rapide en effet. Ouais. En ligne startup, c'est tout de suite passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, tu l'as dit, il y a eu quand même une réflexion, il y a une réflexion sur une stratégie. Comme tu le sais, et d'après ce que j'ai vu par rapport à ton parcours, tu as commencé en tant que stratégiste branding. Donc aujourd'hui, quand vous avez lancé Skill, est-ce que c'est toi qui t'es occupé de la stratégie de branding? Ça, c'est ma première question. Et quels ont été les grands axes de la stratégie de branding? Ouais, c'est moi qui me suis occupé du branding dès le début. Je pense que c'était un positionnement logique. Ce qui est important également lorsque vous lancez une startup, lorsque vous associez, que ce soit pas forcément une startup mais une agence, c'est très important d'avoir la même vision et de délimiter vos fonctions avec votre associé. C'est très important et dès le début. Il faut vraiment qu'il y ait un décisionnaire sur chaque partie, sur chaque canal de votre écosystème business. Donc moi, ça a été le branding, hein, tout naturellement. Mon but, c'était vraiment on sait comme on disait en début de ce live, on sait que le marché est de plus en plus sophistiqué et un des meilleurs moyens pour capter l'attention et se différencier, c'est vraiment le branding et les gens s'en rendent compte de plus en plus et je pense que toi, tu dois avoir de plus en plus de demandes. Moi, c'est pareil, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent conseil sur le branding. Ce qu'il y a même 2 ans en arrière, on ne voyait pas. Les gens commencent à se rendre compte que le branding, c'est un excellent vecteur pour se différencier. Un super catalyseur. Europe, encore une fois, la culture européenne du branding, elle n'est pas du tout la même qu'en France. En Europe, on l'utilise pour l'autorité une fois qu'on a créé déjà une visibilité, alors qu'aux États-Unis, ils l'utilisent tout de suite pour créer une visibilité et mettre en confiance. On n'a pas la même culture de l'image de marque, mais en Europe, tiens, on a eu une petite prise de conscience dernièrement avec Facebook et Google qui limitent les choses. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il faut mettre beaucoup de branding, c'est ce que tu as fait pour Skill, et ça, quels ont été les grands axes? Tu t'es dit quoi, tiens, dans le branding, on va le faire comment? Si c'est pas indiscret?
Si, non, 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 je, je réfléchis comment commencer, comment démarrer cette phrase. Alors, le truc, c'est que, comme je te l'ai dit, on voulait vraiment être différent sur le marché. Donc, première chose qu'on a fait, c'est regarder ce que fait un peu la concurrence. Notre objectif, c'était vraiment d'être dans l'océan bleu. Donc, l'océan bleu, c'est apporter un vent nouveau. Alors, il n'y a pas forcément de concurrence en termes de business model, parce qu'il y a des concurrents sur ce business model-là non niché, donc c'est-à-dire la vente d'une plateforme avec un petit ticket d'entrée, avec une bibliothèque de formation, de masterclass qui plus est. Par contre, niché full entrepreneuriat, 100% sur entrepreneuriat, sur le marché francophone, on est les seuls. Aux États-Unis, tu as Mindvalley qui fait ça. Alors, eux, c'est plus dev perso, mais ils ont lancé une branche business, entrepreneuriat. Mais voilà, je dirais que c'est eux Skillshare également. Donc voilà, sur le marché français, en termes de produits, on est dans l'océan bleu. Mais je voulais également que le branding, si jamais vous arrivez à être dans l'océan bleu au niveau de votre produit, il n'y a pas beaucoup de concurrence au niveau de votre produit. En plus, au niveau de votre positionnement, vous êtes dans l'océan bleu, donc votre positionnement qui est propre à vous, propre à votre marque, votre image de marque. Et en plus de ça, vous êtes dans l'océan bleu au niveau du branding, que c'est du jamais vu. En général, vous allez créer un très très bon produit et le marché va très très bien réagir. Donc c'était vraiment notre objectif. Donc c'était apporter également un beau branding différent, impactant, novateur. Et je pense l'avoir plutôt pas mal réussi et c'est quand même en évolution. On est en train de réfléchir comment innover ça pour la V2. On va regarder justement, parce qu'on en parle, mais on va regarder, si tu le veux bien, directement un petit peu. Alors, avec grand plaisir. Le branding, ça va au-delà d'une charte graphique, mais déjà on va regarder comment ça se passe, on va regarder la charte graphique. Là, on est sur la page d'accueil de Skill. On voit que c'est d'une part, on voit que c'est hyper dynamique. Je pense que ça, c'est le côté entrepreneuriat, passage à l'action. Et vraiment, bravo. Rien que dans le logo, rien que dans la charte graphique, le logo, on a du dynamisme. On a ensuite, là, sur cette première... sur ce qu'on appelle le héros d'un site web, on a une promesse qui est dynamique. On a une illustration qui est dynamique. Donc, à mon avis, le côté dynamique, c'est peut-être l'une des premières choses que tu as voulu communiquer. Exactement. Tu fais très bien de le préciser, excuse-moi de te couper David, mais le branding, on parle beaucoup de charte visuelle, charte graphique, mais le branding, c'est pas que ça. Le branding, c'est la manière dont vous êtes perçu par votre marché, la manière dont vous voulez être perçu par votre marché, les émotions que vous voulez retransmettre. Et donc, c'est très important également au niveau de l'agencement, comme tu l'as dit. Et chaque détail fait qu'à la fin, vous réalisez... cet objectif de... Pourquoi question peut-être, où tu n'avais peut-être pas une réflexion particulière dessus. Pourquoi la couleur jaune ? Alors, la couleur jaune, bon déjà le black, le côté classe, sobre, c'est vrai que ça fait très masculin quand même, on me l'a remonté. Donc peut-être plus, on travaille également, on fait évoluer le branding également en fonction des retours des clients. Ne croyez pas que ce que vous faites est le plus beau, c'est carré, il n'y a pas à changer. Dans les retours clients, c'est ce qu'il y a de plus important. Le jaune, pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de réflexion profonde sur cette couleur-là, c'est une couleur qui, intuitivement, qui m'a attiré. Je fonctionne beaucoup par intuition au niveau du branding, c'est-à-dire que vraiment je me mets sur off lorsque je fais du branding ou je crée une charte graphique. Et ensuite, c'est vraiment par instinct et par intuition. Il y a une recherche au préalable en fonction du business model, etc. Donc là, le côté dynamique, c'était vraiment voulu, ce côté très dynamique. Le côté vraiment autorité, avec les bannières que tu peux voir, ça marque vraiment l'autorité. Donc vraiment un produit assez professionnel. Mais le jaune, pas vraiment de réflexion profonde là-dessus, c'est venu intuitivement. Ok, ça aurait pu être parce qu'aujourd'hui c'est la jeunesse, c'est la vitesse, c'est le côté start-up, ça représente toutes ces idées-là, tous ces concepts-là, et ça aurait pu être un concept de cette couleur. On voit du teasing aussi. Est-ce que voilà, vas-y, commente si tu as des choses à commenter sur cette première page, sur ce branding, si tu as eu pas des douleurs, mais des problématiques sur ce branding, ou si c'était pour toi tellement naturel de faire ça Ouais, on avait déjà une vision claire de ce qu'on voulait donner. Alors, inspirez-vous de la concurrence, hein, n'hésitez pas à vous inspirer de la concurrence.
On a un concurrent qui n'est pas un concurrent d'ailleurs, hein, qui est dans sa propre niche, qui est masterclass.com, je pense que tout le monde connaît. Ouais. Voilà, qui est excellent, un site qui renvoie une belle autorité, une belle force, de par également leurs intervenants, hein, on va pas se le cacher, quand tu as Nathalie Portman en couverture, ça fait tout de suite son petit effet. Mais Pas que, hein. espérons, et pas que, Ouais. quand tu as Samuel L. Jackson, mais, mais voilà, donc c'était un peu on avait déjà l'idée du rendu final qu'on voulait donner. Alors forcément, on voulait trouver notre petite patte personnelle, donc on a ajouté cette petite couleur jaune, c'est rond, ce côté arrondi, hein. Voilà, non, ça s'est déroulé assez intuitivement. Il n'y a pas eu beaucoup de versions. Au niveau du choix des couleurs, ça fait très longtemps que je fais ça, donc en fait, au niveau de l'intuition, je sentais quelles émotions je voulais retransmettre, et après, je déroule, la créativité fait le travail, quoi. Et là, donc, là, pour faire le site, tu l'as fait donc en 2 mois, c'est ça? Alors, je dis tu, Ouais. tes équipes, mais t'as Alors là, j'étais participé tout seul. à la... C'est toi qui as fait le site, tout seul? Ouais, tout seul. Ouais, tout seul. La tech Waouh. aussi. Ouais. La tech aussi, bravo. Ouais. Bah merci. Il y a beaucoup de tech. Et comme je vous l'ai dit, hein, je reviens sur ce principe de seller, mais quand on est seller et on a commencé tout seul, hein, dans sa chambre, on a dû apprendre beaucoup de choses, et j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Donc j'ai dû apprendre le coding également lorsque je faisais du web design, parce que je pouvais pas payer des codeurs moi de mon côté sur les projets. Donc j'ai appris le coding également, et c'est quelque chose que j'ai gardé et qui me suit toute ma vie, hein. Tu vois, maintenant sur un projet comme ça, on peut lancer un site sans avoir déboursé 60-100K pour un site comme ça. Un des associés peut le créer. Donc tu vois, vraiment vos compétences dans le futur également vous permettent de créer de belles choses. Et puis ouais, donc c'est... Parce que là, toutes les animations, j'imagine que tu les as peut-être pas fait en GIF, hein, Si, ça c'est du GIF, c'est du GIF. C'est du GIF? C'est D'accord, pas ok. c'est pas du SVG. On va passer en SVG pour la V2, mais faut qu'on lance vite aussi. Alors, je vais pas en C'est le travail, on montrer. va dire. Bien sûr que je pourrais aller dans mon espace client, mais je vais pas en montrer plus. Je vais laisser les personnes découvrir ça. Allez-y. C'est vrai que moi, ce qui m'a étonné, c'est l'accessibilité à cette plateforme. Alors surtout quand on était les premiers clients là, il y avait des offres qui étaient complètement dingos. Ouais. Alors, je pense que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, bon, pour moi, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets. Et vous avez ciblé, j'imagine, plutôt les entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas trop de budget, parce que le budget est complètement minime. Alors, Ouais. je vais aujourd'hui, genre, moi j'ai payé vraiment quelque chose, parce que j'ai payé à l'année en plus, hein, donc je payais Ouais. moins de 10 euros, je crois. Aujourd'hui, on est sur ces tarifs-là, je sais pas. Alors maintenant, on a 12,90 et le tarif final, ça sera 16,90 avec le pass annuel qui est à 115 maintenant et qui sera à 145 si je dis pas de bêtises. Donc allez-y, surtout allez-y, n'hésitez pas. Mais ça reste, dans tous les cas, ça reste très, très léger. Et j'imagine que, oui, bah, il faut mieux que les personnes prennent leur abonnement sur Skill que sur Netflix. Au moins, ils vont investir Clairement. sur eux-mêmes et au moins, ils vont apprendre des choses pour ensuite faire. Donc, ça coûte... Oui, c'était ça l'idée, c'était de se positionner, que ça coûte le même prix. Exactement, ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment démocratiser l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'actuellement, ou plutôt donner un accès facile à la connaissance premium à des personnes qui ne pourraient pas se payer des formations à 1000 euros et plus, par exemple, ou des coachings, etc. Bon, quoique nous, on est absolument complémentaire d'un accompagnement en coaching, par exemple. C'est pas le travail, on remplacera jamais un coach et un accompagnement personnel. On est vraiment une bibliothèque de masterclass pour vous former sur un domaine précis. Donc, le but, c'est vraiment de former avec des entrepreneurs qu'on a sélectionnés, nous, qui ont été triés sur le volet, de véritables experts, de donner des masterclass orientés vers l'action. C'est très souvent théorique ce qu'on voit dans l'infoprenariat, et nous, c'est ce qu'on voulait. On voulait un peu casser les codes et en plus se divertir en regardant les masterclass, parce que ce sont des masterclass qui sont produites par nous-mêmes. Alors, durant un bêta-test, ce n'était pas produit par nous, mais là, toutes les masterclass maintenant sont produites par nous-mêmes. Là, on a 5 masterclass disponibles produites par nous-mêmes. On a également les skill class, on en a 2 disponibles. Mais on a toutes celles également qui arrivent. Tous les jeudis, on sort une skill class et une masterclass. Une skill class rapidement,
C'est une mini masterclass donnée par une personne de l'équipe de Skill qui dure entre 7 et 15 minutes, vraiment sur un sujet très précis. J'ai donné par exemple moi une skill class sur comment créer des tunnels de vente sur Instagram. La semaine prochaine, il y a une skill class qui arrive sur comment prospecter sur Instagram, comment trouver des clients sur Instagram. Voilà. Donc c'est une skill class qui dure entre 7 et 15 minutes, très pratique, très tournée vers l'action et qui vous permet d'acquérir une compétence très très rapidement. Donc c'est vraiment le but de Skill, quoi. Ok. Aujourd'hui, donc là on a parlé du branding, on a vu qu'il y avait une image de marque et une charte graphique pertinente, que c'était super bien soigné, c'était vraiment, il y a du détail. Moi j'étais assez bluffé sur ce niveau de détail et cette qualité que tu as délivrée, vu que tu as fait le site. David. Merci beaucoup. Aussi bien à l'extérieur, parce que là j'ai montré l'extérieur, mais bien entendu l'expérience client est à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé aussi le onboarding. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous êtes focus, parce qu'on parlait de stratégie de branding. Je pense que le onboarding, tu as dû réfléchir à ça et tu t'es dit, tiens, comment on va faire quand, une fois que les clients rentrent dans ce... Alors, pour petit rappel, le onboarding, c'est qu'une fois qu'on achète un service ou un produit à une société, c'est quelle est l'expérience client qui est délivrée et comment on accueille ses clients. Voilà, petit rappel, je schématise, mais moi j'ai été étonné, ce onboarding qui est accueillant, chaleureux, avec une personne. Alors tu t'es inspiré de nombreuses startups, comme j'ai pu voir, notamment... à l'époque, c'était Vente Privée qui personnifiait ce côté accueil. Mais j'ai trouvé ça sympa, vraiment super bien fait, et je pense que ça a été un des axes que tu t'es donné dans le branding. Ouais, clairement, c'est-à-dire que Skill, notre objectif avec Skill, notre but final, c'est pas uniquement être une bibliothèque de masterclass et vous éduquer avec de la connaissance premium. C'est également vous faire passer un bon moment et que vous soyez vraiment dans votre... on parle souvent de la zone d'inconfort, mais là sur Skill, on a envie que vous soyez dans votre zone de confort. C'est-à-dire qu'on a envie vraiment que vous vous allumiez Skill en prenant du plaisir. L'application va arriver également. Donc nous, on a envie que vous cliquiez sur l'application Skill en étant heureux, en se disant, bah tiens, j'ai envie d'aller sur Skill. Et donc, comment créer ce sentiment-là? C'est pas uniquement en éduquant les gens. C'est également en les considérant. C'est également en leur délivrant un bel onboarding, en les faisant partie intégrante d'une communauté. Et c'est pour ça également que sur la V2, on va vraiment axer sur le principe de communauté, de gamification. Donc, on va donner des badges. Plus vous allez regarder des masterclass, plus vous aurez des badges. Vous gagnerez des points. Avec ces points-là, vous serez peut-être invité à des séminaires qu'on créera Skill, des séminaires Skill qu'on créera avec les formateurs de Skill. Enfin, on est vraiment à 10% de l'évolution Skill pour le moment. Et vraiment... le principe d'onboarding et de communauté et de considération de son client, que ce soit dans tous les business models. Là, on est plus dans un modèle startup, mais même dans un modèle startup et avec beaucoup de flux, on doit absolument considérer son client et avoir un bel onboarding. Et ça fait partie de l'état d'esprit de Skill et l'objectif de Skill de créer une vraie communauté autour de Skill. Bien sûr, et j'en dis pas plus parce que exprès, sinon je vais... je veux juste teaser, je veux pas expliquer exactement comment se passe le onboarding, mais inscrivez-vous, vous allez voir, parce que c'est bluffant, voilà, c'est vraiment un accueil chaleureux, malgré cette distanciation numérique, vous avez réussi à créer la proximité entre Skill et l'utilisateur, et pour ça, chapeau. Donc on parlait de branding, que tu avais mis pas mal de temps et d'énergie et de réflexion sur le branding de Skill, mais dans une startup, il y a aussi une chose qui est importante, c'est le marketing. Pablo, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? C'est plus branding ou marketing? Et pour Skill, c'est plus branding ou marketing? C'est une très grande interrogation, c'est la question du moment. Où va aller notre budget? Donc on commence à avoir des fonds à réinvestir. Quel est le branding? Quel est le marketing? Pour moi, c'est très fortement corrélé. Enfin, plutôt, comment dire, la perception, comme on l'a dit au début, la perception que peut avoir le marché de votre entreprise ou de votre marque personnelle grâce à un bon travail du branding va augmenter les taux de conversion au niveau du marketing, dans la transformation de inconnu à lead. Et ensuite, après, de lead à client, c'est votre partie sales. Marketing, là, la question du moment, c'est est-ce qu'on bombarde en publicité Facebook? Est-ce qu'on investit un gros budget en publicité Facebook? Ou alors, est-ce qu'on met le budget dans une grosse team de...
voilà, en organique, est-ce qu'on met le budget dans une grosse team de community manager, etc. C'est la question du moment, branding ou marketing, qu'est-ce qu'on va scaler en premier? En réflexion. En réflexion, comment tu, en règle générale, bon là on a parlé de skill, mais en règle générale, comment tu vois les choses entre quelle est ta conviction toi entre le branding et le marketing? Bah pour moi, comme je l'ai dit, hein, c'est-à-dire que pour moi le branding est de plus en plus important parce que il faut voir vraiment son business comme un écosystème. Chaque petit pilier de votre business que vous allez améliorer va augmenter en sortie de tunnel votre conversion. Dans l'écosystème, vous pouvez retrouver l'équipe, hein, en haut, l'équipe, les systèmes, les process, c'est très important. Ça dépend à quel stade vous êtes, mais c'est important de systématiser, de processiser son entreprise pour vraiment avoir une entreprise scalable, sinon vous allez vite être perdu. Et pour commencer à déléguer également ces process à votre team, si vous n'avez pas de process, n'essayez pas d'avoir une team, vous allez vous tirer une balle dans le pied. On a également le business model, hein, votre offre, etc. Donc il faut que le business model soit aux petits oignons, il faut qu'il soit bien travaillé, une offre irrésistible, il faut que vous soyez dans un océan bleu, qui plus est. L'offre doit s'adresser à un marché cible. Et ensuite, après, vous avez le branding, le marketing et la partie vente. Vous avez d'autres piliers de votre écosystème, mais on n'en parlera pas. Mais vraiment, ce qui est le plus important, pas le plus important, mais pour moi, qui commence à devenir un des plus importants, c'est le premier pilier qui est le branding. De plus en plus dans un marché sophistiqué. En général, le branding, ça permet de vous créer également de la visibilité sur les réseaux sociaux, que les gens sachent qui vous êtes, vous connaissent, d'accord? Parce que lorsque vous allez partager du contenu pour partager votre vision, vos valeurs et créer votre autorité, vous allez créer de la visibilité. Et donc ça démarre par le branding. Vous allez mettre en avant votre personnalité, etc. Et ensuite, après, le marketing, ça va être plus sur la partie prospection. Vous allez commencer à dire, oui, mais hey, Coco, tu m'aimes bien, t'aimes ce que je partage, tu vois que je suis un expert sur mon domaine, mais c'est important également que tu passes à l'action. J'ai un produit à vendre également. Donc là, vous allez faire du marketing. Vous allez dire à la personne, j'ai quand même un produit à vendre. Vous allez prospecter, etc. Et ensuite, à la fin, vous allez lui vendre votre produit. Donc, si jamais la partie branding est bien travaillée, en général, les autres piliers de votre business, donc plutôt le pilier marketing et sales, ça augmentera justement les taux de conversion de ces piliers-là. Donc, la perception qu'a de vous votre audience est hyper importante. Ah ouais, non, mais et il faut la sonder, et il faut la recueillir, et c'est la base d'être une marque, c'est de recueillir la perception. C'est ce que j'ai appris chez McDo, c'est ce que j'ai appris chez Coca, chez Sanex et chez toutes ces marques. Leur clé, c'est vraiment ça. C'est comment on est perçu pour comment on va influencer. Et quand on a compris ce schéma-là, en règle générale, on a déjà pratiquement tout compris sur au moins le branding. Je suis d'accord avec toi que le marketing, en effet, le branding sert à infuser le marketing pour optimiser ce marketing et qu'il évite de coûter trop cher, parce que c'est ce que j'ai un peu entendu dans ce que tu disais. Merci pour le branding et le marketing, au moins on voit le positionnement. Je suis aussi d'accord avec toi sur une chose, parce que sur le business, une boîte, une start-up, ce n'est pas linéaire. Souvent on me dit, mon problème c'est un problème d'acquisition. Souvent on me dit, mon problème c'est un problème de conversion. Non, c'est pas parce que tu vas changer un paramètre dans ton business que tout le reste va aller, en fait. Tout est lié. Ouais. Et ça, j'ai appris ça de Amine, l'associé de Alec Henry, que j'admire énormément, qu'on voit très peu, mais qui est extrêmement qualifié dans ce qu'il fait, où il indique que si chaque paramètre est de 10 et qu'on multiplie chaque paramètre entre eux, bah, s'il y en a un qui devient 0, le total de tout est de 0 au final. Ce qui veut bien dire que c'est pas linéaire, c'est pas on change, on prend un bloc, on le change et c'est bon, on a résolu tous nos problèmes. Je dis souvent, imaginons que le prix d'un sac à main de chez Louis Vuitton, on le passe à 50 €. C'est la question que je pose à mes clients, à mes élèves. Si imaginons demain Louis Vuitton passe leur sac à main à 50 €, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens vont plus acheter parce que ça sert. Il n'y a plus l'estime de soi, il n'y a plus ce côté social, ça répond plus aux mêmes désirs, etc., etc., etc. Il n'y a plus la même perception. Donc on voit bien que un prix vis-à-vis de tout l'écosystème, peut changer toute la donne. Et ça, pour votre business, comme l'a dit Pablo, c'est exactement ça. Vous avez un écosystème. Vous n'avez pas juste un tunnel d'acquisition ou un levier d'acquisition et de conversion. Vous avez un écosystème. Le fait de changer un paramètre dans votre écosystème va tout changer, vraiment tout changer. Et c'est pour ça qu'il faut des fois jouer avec les curseurs, mais
pas trop non plus. Exactement. L'erreur que font beaucoup de personnes qui se lancent, c'est d'accord, ok, je me suis lancé, je commence à avoir mes premiers clients, je commence à faire entrer du chiffre d'affaires. Allez, je vais aller attaquer de nouveaux canaux. Donc, je suis sur Instagram, maintenant je vais aller créer un groupe Facebook. Déjà, rebouchez les trous dans votre tunnel de conversion et vous allez voir que vous allez augmenter les taux de conversion. Ne serait-ce que par 10%, mais à la fin de l'année, plus 10%, en fonction de votre OCA, ça peut être énorme. Donc d'abord, rebouchez les trous sur votre tunnel, améliorez votre tunnel de conversion, donc en démarrant par le branding, ensuite par le marketing et la partie vente, avant d'attaquer d'autres canaux et vous surcharger de travail. Améliorez votre produit, d'accord? Et il n'y a pas que le produit également, on parle de la vente également qui est la finalité du tunnel, mais non, en fait, c'est que le début. L'onboarding, comme tu l'as dit, l'expérience client que vous allez pouvoir faire vivre, c'est également, on n'est plus sur un tunnel de vente, maintenant on est plus sur un cycle. On est plus sur une roue plutôt qu'un tunnel de vente où après on rejette les personnes. Voilà. Les personnes vont vous référer après si jamais vous créez un bon onboarding, si jamais vous créez une belle expérience utilisateur, une belle expérience client. Et vous allez faire entrer de nouvelles personnes dans votre tunnel de conversion comme ça, grâce aux référents, etc. Mais voilà, tout est interconnecté. Vous avez plusieurs piliers et tout est interconnecté. Et d'ailleurs, petit scoop que pour toi, David, Alec Henry va donner masterclass. D'ailleurs, il la tourne aujourd'hui, je crois, avec l'équipe de tournage. Génial. Pour Skills, justement sur ça. Une super masterclass et peut-être là où on ne l'attend pas, Alec. Et j'ai eu le script de la masterclass et je pense que ça va être une masterclass d'une qualité incroyable. Et justement, il parle de l'interconnexion voilà, exactement ce qu'on vient de dire. Donc c'est marrant. Et en plus, ça parlé d'Amine. Ouais, mais c'est leur truc aujourd'hui, ils ont complètement raison. Moi, je pense que j'en ai des brides parce que bon, ils ont aujourd'hui une façon de faire et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le conseille à tout le monde. C'est une vision qui est très très bonne du business, cette vision-là de dire attention, chaque curseur dépend des autres curseurs, comme je sais pas, comme en son ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on bouge un curseur qu'on va tout solutionner. Génial, j'ai hâte de voir Alec. Toi qui es inscrit, tu auras accès à la masterclass. J'ai hâte de voir Alec, même si bon, je connais pas mal de choses et puis là dernièrement on l'a eu en mastermind, mais juste parce qu'à chaque fois c'est quand même une belle expérience ce type de personne là. Comment on gère aujourd'hui? Tu m'as dit que vous étiez trois fondateurs de Skill. Moi il y a une chose qui je trouve qui peut paraître, à mon sens, difficile, c'est qu'aujourd'hui, d'après ce que je vois, et ça on parlait de perception, donc d'après la perception que j'en ai, encore une fois, aujourd'hui, Skill, c'est 2 visages. C'est pas 3, c'est plutôt 2, c'est 3 associés, 2 visages. Je sais pas, ouais. Tu confirmes, Pablo? Je confirme. Ok, par rapport à comment on gère un branding, comment on gère une image de marque à 2 visages? Je te dis ça parce que aujourd'hui, c'est vraiment... on parlait d'Alec Henry à l'instant. Aujourd'hui, le visage d'entrepreneur.com, c'est Alec Henry. Même s'il y a Amine, très peu le connaissent, Amine. Le visage du business en ligne, Robin Janssen, par exemple, c'est pas Hamza, c'est Robin Janssen qui est dynamique, qui a une vraie personnalité. Parce que à 2, c'est toujours compliqué de donner des convictions qui peuvent être parfois différentes, ou même une personnalité. Vous n'êtes pas jumeaux, vous êtes différents, même si vous êtes associés. Et c'est compliqué de diffuser comme ça 2 visages. Généralement, il n'y en a qu'un, parce que pour qu'on soit focalisé et pour qu'on fédère à une personne. Vous, il faut fédérer à plusieurs personnes. Vous l'avez anticipé, vous avez mis une réflexion dessus, pas du tout, pour vous c'est naturel. Comment vous gérez ça? Alors il y a 2 choses. La première, c'est que on est sur un modèle un peu plus différent que par exemple le business. On est sur un business model un peu différent de celui d'entrepreneur.com, plus Alec Henry. Nous, ça va être plutôt la marque Skill qui va essayer de fédérer. Nous, là, vraiment, on maximise notre communauté en ce moment pour justement lancer ce train, ou plutôt cet avion, espérons, de Skill et tabler sur notre communauté pour nos premiers clients. À terme, on communiquera sur Skill, mais je pense qu'on aura notre propre personal branding chacun de notre côté, comme on l'entend. Forcément, on sera toujours taxé, ou plutôt on sera toujours mis en avant comme cofondateur de Skill Corp. Mais chacun va créer son personal branding comme il l'entend. Notre propre personal branding ne fait pas partie intégrante de la stratégie de croissance de Skill, pour le moment.
Donc, on ne s'est pas posé cette question. Par contre, si jamais tu regardes Alec Henry et Robin, leur business model est fondé sur le personal branding. Ouais. On a fait ce choix. Pourquoi? Parce qu'on vise également à la valorisation de la boîte. Il faut faire attention que votre personal branding ne soit pas trop rattaché à votre boîte si jamais vous avez une envie de revendre peut-être dans un futur. Par contre, bien sûr qu'on va toujours travailler notre personal branding pour communiquer sur Skill, mais ça sera vraiment en mode c'est notre boîte qu'on a créée et c'est même Skill qui pourra créer la social proof pour nous, tu vois, en fait. Je suis d'accord, hein, mais t'as pas peur de... Parce que quand on est ambassadeur de sa propre marque, c'est ce que vous êtes aujourd'hui pour accélérer la croissance, comment vous allez gérer cette synergie, cette infusion, c'est-à-dire comment vous allez faire pour vous dire, ok, on est trop attaché ou pas assez détaché de la marque pour qu'on puisse demain couper le cordon et puis se vendre selon une valorisation. T'arrives aujourd'hui alors c'est peut-être trop tôt parce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans la croissance, mais tu penses que ça va être aujourd'hui... tu penses que ça va être simple à gérer ou c'est quelque chose pour toi qui peut paraître une complexité? Complexité, je pense. Ouais. Je suis très transparent, hein. C'est une question qu'on s'est posée rapidement, mais comme il n'y a pas forcément de réponse limpide, on ne se l'est plus reposée depuis, mais c'est une question qui va vite devoir se poser par rapport aux investisseurs, par rapport aux actionnaires également. Une fois on n'en est pas encore, hein, on n'en est pas encore là parce que Skill c'est vraiment brillant encore. Mais lorsqu'une boîte commence à avoir une certaine, commence à avoir des actionnaires, hein, commence à avoir une certaine influence sur le marché, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que les fondateurs ils doivent autant mettre en avant leur boîte ou plutôt eux est-ce qu'ils doivent communiquer sur leur boîte autant, etc., etc. Enfin, toutes les questions que tu viens de poser, c'est une question qu'on s'est posée rapidement, mais on n'a pas de réponse encore. Mais ce que tu dis est très pertinent. On verra. Ok, voilà. Parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, du Xavier Niel, toujours attaché, toujours le principal ambassadeur de Free, malgré une valorisation à des milliards. Est-ce que demain il peut le couper? Je sais pas, je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui. On a eu l'exemple avec Apple, hein. Donc Apple, ça a continué, tu vois. Bien sûr. Tesla, Elon. C'est quand même une stratégie qui est vachement maîtrisée. Je veux dire, aujourd'hui, c'est clair que Steve Jobs était l'un des maîtres en branding et il savait là où il fallait mettre le curseur. Elon Musk peut-être un petit peu moins, mais il le fait de manière plus naturelle et il le fait bien quand même. Mais c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, c'est un avantage de fou parce qu'aujourd'hui, finalement, on n'achète pas une Tesla parce que on veut une voiture électrique. Des voitures électriques, il y en a d'autres. On achète une Tesla par rapport à ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est les convictions d'Elon Musk, c'est la folie d'Elon Musk, c'est la personnalité d'Elon Musk. C'est ce qu'on achète aussi. Et donc, j'imagine que demain, en tout cas moi, et là je parle pour moi, j'achète Skill par rapport à ce qu'il y a derrière, par rapport à Pablo, par rapport à tous les associés, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre parcours. Je ne l'ai pas acheté forcément, et je le dis avec transparence, pour augmenter mes skills, même si j'ai vu quelques vidéos qui étaient super sympas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'achète pour ça, et c'est une question, à mon avis, que beaucoup se posent. Et je le dis parce que ça fait partie aujourd'hui, quand j'accompagne mes clients, de la stratégie. En parallèle, on monte une société plus du personal branding et on est ambassadeur de l'agence ou de la société. On le voit beaucoup aujourd'hui, ce système-là, mais faut le maîtriser, il est dangereux. Moi, je pense que Pablo, toi, tu as toutes les capacités, les cartes en main pour pouvoir jauger, le maîtriser, parce que tu as une expérience dans le branding. Mais attention, si vous n'avez pas cette expérience dans le branding, je me permets de le dire, vous pouvez vite être catalogué, étiqueté, plus sur votre nom que votre entreprise. Et là, pour couper le cordon, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Après, si jamais vous vous lancez au début, vous êtes vraiment au début. Ce qui se passe, c'est que il va peut-être falloir que les mentalités changent des actionnaires, des investisseurs, des racheteurs. Parce que on se rend compte à la force du personal branding et comment une personne, un humain, plus qu'une équipe, on va dire, entre guillemets, peut porter une marque.
On le voit avec Elon Musk, hein, qui a fait un lancement sur Tesla avec plus de 146 000 ventes de sa nouvelle Tesla, sans pub et sans partenaire. On se rend compte de la force du personal branding et comment un fondateur peut porter haut sa marque, son entreprise. C'est juste hallucinant. Donc ouais, mais comme tu l'as dit, c'est un jeu dangereux aussi. Donc il faut trouver le juste milieu, ou alors tu te lances à fond, mais dans ce cas-là, voilà. Mais tu as tout dit, quoi. Ouais. Ouais. C'est quoi la suite C'est quoi la suite pour Skill, et c'est quoi tes objectifs aussi c'est quoi la suite pour Pablo aussi? Ça m'intéresse parce que je pense que, et c'est pour ça que je voulais détacher aussi un petit peu Pablo de Skill. 2021, c'est loin d'être fini, on en est à peine à la moitié, donc j'imagine que tu as déjà une bonne vision, une bonne réflexion sur la suite. Ouais. Pablo est devenu investisseur crypto-monnaie. C'est cool déjà. C'est cool, c'est un bon jeu, c'est un bon game. Ouais. Donc ouais, je me suis trouvé une nouvelle passion, la crypto-monnaie. Bon, ça fait pas, c'est pas ce qui, ça me permet de vivre confortablement, on va dire entre guillemets, et de pouvoir me concentrer sur le projet Skill. Alors, sinon en termes d'image et de visibilité, ce que va devenir Pablo, il va revenir. Donc comme je te l'ai dit, je vais me dissocier du nom Monsieur Instagram. Et je veux vraiment. Ouais, sacrée étiquette, ouais, sacrée étiquette. Mais ce qui est beau lorsque vous créez une communauté, c'est-à-dire que la quintessence du branding, c'est vraiment arriver à créer des fans. Voilà. C'est vraiment avoir une communauté qui vous suit. Ça doit être vraiment votre objectif. Tout dépend de votre business model, le produit que vous vendez, votre niche, etc. Mais pour la plupart, notamment ceux qui sont coachs, etc., si jamais on crée un live comme ça, c'est pas pour rien. Si on fait un live ensemble, c'est-à-dire qu'on va apporter de la valeur. David va vous apporter de la valeur, il va marquer son autorité, vous allez plus l'aimer, vous allez plus le suivre et potentiellement ensuite après convertir sur Skill par exemple, où vous allez faire appel à David pour travailler votre branding. Voilà, le cycle est toujours le même. Donc voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le personal branding, mais d'une manière différente. Plus peut-être en mode lifestyle. Avant, je partageais plus en mode autorité pour vraiment éduquer le marché, parce que je vendais une formation derrière et pour attirer des clients pour mon agence. Maintenant, c'est vraiment pour attirer des clients vers Skill, sauf qu'il faut que je dissocie quand même un peu Skill de mon image perso. Donc, je vais être plus en mode entrepreneur lifestyle et ma vie d'entrepreneur, tout en apportant des conseils, mais ce sera plus de l'inspirationnel. On sera toujours également dans le technique, mais ce sera plus des conseils sur l'écosystème de votre business, etc. Moins niché Instagram. Donc, Monsieur Instagram, on va. Et voilà. Et donc, mais la force d'une communauté, c'est qu'elle vous suit également sur votre nouvelle vision, par exemple. Et ouais, sur ton évolution. Donc, j'imagine que tu vas communiquer plus sur les problématiques d'être fondateur, d'être investisseur d'une start-up. Qu'est-ce qu'une start-up? Quel est l'écosystème d'une start-up? Et là où tu veux l'amener, en plus, je trouvais ça sympa, cette vision de la mettre entre t'as raison, je pense qu'il y a deux mondes aujourd'hui. Et j'y ai goûté, donc aujourd'hui, je peux le dire. Il y a le monde des start-up, il y a le monde de l'infoprenariat, et toi tu veux basculer l'un vers l'autre, et donc tu vas communiquer là-dessus. Top, j'ai hâte, on a hâte de voir tout ça. L'évolution, les objectifs, Skill, pour la fin de l'année, on peut avoir des grids, on peut avoir des bien sûr. Des infos. Carrément, en fait, on veut mettre en place une communication très transparente au sein de Skill. Je pense qu'en plus, c'est carrément dans l'air du temps. Et le client a le droit de savoir où en est le projet dans lequel il investit. Parce que lorsque vous prenez un abonnement pour une plateforme comme Skill, vous investissez également dans la boîte parce que les fonds sont réinvestis. Vous permettez à l'évolution de cette boîte-là, surtout si jamais on est vraiment en mode Lean Startup. Donc, on se doit vraiment d'être transparent sur les chiffres. Donc là, on est en deuxième phase de lancement. La première phase, c'était avec les bêta-testeurs. On visait 150 abonnés. On a eu 200 abonnés, donc c'était une belle première réussite. Ensuite, là, on est en lancement numéro 2. On est à 310 abonnés maintenant. Et je lance sur ma communauté, sur Instagram Supremacy aujourd'hui. Je pense que ce sera déjà lancé lorsque tu auras posté le live, cette interview. Ouais. Mais on lance aujourd'hui sur Palais Dieu. L'objectif fin d'année, pour pas te cacher, c'est aller chercher les 5000 abonnés sur Skill. Et voilà. Sacrée évolution. Beau challenge. Beau challenge entre aujourd'hui et parce qu'il y
il reste la moitié de l'année, un tout petit peu plus. Par contre, on est sur un x10 pratiquement là. Ça peut aller très très vite. Ça Ouais, peut c'est aller très bien vite, et sûr. ce qui est Ouais, beau, mais c'est que c'est plus facile que jamais de trouver des clients et de faire son trou sur un marché. Mais c'est plus compliqué également. C'est plus compliqué également. Voilà. Mm. Mais, Moi, c'est faisable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette stratégie qui est basée sur la communauté et l'autorité de ces experts. Parce qu'il faut pas se le cacher, je pense que vous en êtes hyper conscient et c'est aujourd'hui, j'imagine, un levier d'acquisition, c'est de jouer sur la communauté de tous ces experts et que tous ces experts en parlent. Forcément que à force, on parlait d'Alec Henry. Si demain Alec Henry, lorsqu'il va communiquer sur Skill parce qu'il est présent dans Skill, forcément il y a un coup de projecteur là sur la communauté va vous connaître et va aller vers vous. Donc c'est très smart ça. J'ai trouvé ça très très smart. C'est ce qu'a fait aussi c'est ce qui a fait la visibilité et l'autorité de Masterclass, c'est parce qu'il y avait des grosses têtes d'affiche et tous les fans de ces têtes d'affiche ont été vers Masterclass. C'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça. Allez, 2-3 questions pour finir, très très rapide. Si, je suis obligé. Allez, 2-3 conseils pour Instagram en 2021. Je pouvais pas la faire celle-là. Je quitte cette interview. Attention. Faut que je sorte la casquette Instagram Suprématie parce que j'ai une tripotée de casquettes Instagram Suprématie. Yes. Alors, 3 conseils pour cartonner sur Instagram. Alors, ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez gagner des abonnés ou est-ce que vous voulez vendre votre produit? Alors, forcément, c'est lié. Plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de chances de vendre votre produit. Mais vous pouvez avoir des abonnés, mais ne pas savoir prospecter, ne pas savoir fidéliser votre audience pour, en contrepartie, vendre votre produit. Mais les 3 conseils, concrètement, les Reels, je pense que dans le futur, Instagram s'est aligné sur TikTok et je pense que c'est le futur. On le voit également sur YouTube avec les shorts. Donc tout ce qui est vraiment snack content, c'est en train d'exploser. On a des courbes de croissance incroyables également avec les Reels. C'est peut-être pas l'audience la plus quali pour le moment, mais c'est important de maximiser les Reels. Faites des lives, les lives, maximisez les lives. Le petit conseil rapide que je peux vous donner, petit tip, c'est les personnes qui ont peur de passer face caméra en live. C'est différent de passer face caméra pour faire une vidéo YouTube ou une vidéo IGTV que passer en live. Alors, ça dépend. Des personnes préfèrent les lives et d'autres, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué de parler à une caméra. Mais voilà, faites des lives, maximisez les lives, renforcez cet esprit communauté, fidélisez votre audience, montrez qui vous êtes à votre audience, apportez de la valeur également. Donc vraiment toujours apporter ce côté entertainment, donc divertissement à votre audience en mettant en avant votre personnalité, en montrant votre lifestyle grâce aux stories, etc. Mais à côté, il faut également toujours apporter de la valeur, montrer votre autorité. Vous êtes un expert sur ce que vous racontez. Vous n'êtes pas que là pour amuser la galerie, bien évidemment. C'est important d'avoir les deux, de faire l'entertainment, être divertissant, mais également éduquer, apporter de la valeur gratuite. Et ça on met en place également le phénomène de réciprocité. Donc les gens se sentent inconsciemment redevables envers vous parce que vous leur apportez beaucoup de valeur. Donc je dirais Reels, les réels, live et maximiser les stories vraiment. Vraiment faites beaucoup de stories. Faites beaucoup de stories de plus en plus dans le snack content, dans la proximité avec l'audience. Vraiment, maximiser cet esprit de proximité. Et soyez actifs sur Instagram. Si vous vous lancez, allez commenter d'autres comptes. Enfin ça. Je pense que le marché est assez éduqué maintenant sur Instagram. Stratégie $1.80 Gary Vee qui est voilà. toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité. Ça a été le premier à en parler. C'est complètement bête en fait comme stratégie. Allez commenter sur le compte des autres pour qu'ils aillent commenter en retour sur votre compte. Mais si vous voyez ça à grande échelle, en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir beaucoup d'abonnés. Il y a même une plateforme pour vous aider. Il y a eu un génie qui a conçu une plateforme pour parce que c'est un peu une tâche redondante et pas très, on va dire, ouais, c'est chronophage, quoi. C'est un peu chiant. C'est très chronophage, c'est très chiant. Ouais. Faut appeler un chat un chat. Mais il y a même quelqu'un qui a créé une plateforme pour vous aider dans cette stratégie et pour la rendre beaucoup plus fun et avec de la gamification. Je la trouve excellente. Merci pour ça. Quelle est ta marque préférée, Pablo, et pourquoi?
Dans quel style de marque? Dans tout type de marque, ce soit. Ta marque. Ça peut être. Ta marque. Aujourd'hui, tu consommes certainement une marque ou sur laquelle tu peux acheter les yeux fermés, j'imagine, que ce soit des chaussures, que ce soit des ordinateurs, que ce soit un téléphone, que ce soit, je sais pas, une télé. J'imagine qu'il y a une marque sur laquelle... Ok, bah je vais disruptif. On t'a parlé d'ordinateur, ça fait tilt. Je dirais Razer. Pourquoi? Parce qu'en plus c'est une petite histoire avec mon associé. Je suis pas anti-Apple, mais je suis surtout pro Windows. Et ça peut être bizarre pour un graphiste. On me le dit très très souvent. Mais voilà, les produits Apple ne m'ont jamais séduit. Donc je suis très Windows et j'adore la marque Razer, qui est une des meilleures marques en termes d'ordinateur portable du moins et qui concurrence le Apple. Donc si je peux faire la pub de Razer en passant, voilà. Ok. Alors, en même temps, je suis en train de regarder. C'est la marque Razer. R-A-Z-E-R. Ouais, gamers, que je connais, mais parce qu'il y a des sous-marques, et moi j'en connais une que j'ai énormément et que j'achète de plus en plus. C'est la marque Elgato, et il me semble que la marque Elgato, ça fait pas partie de Razer. C'est pas une sous-gamme je sais pas de Razer. Et j'en suis devenu mais complètement fan, mais comme Apple, quoi. Là pour le coup, je parle de moi, mais 2 secondes. Mais c'est vrai que Elgato, voilà, je le montre. Steam Deck, en haut j'ai ma lumière qui est contrôlée, j'ai pratiquement énormément de choses Elgato. Et il me semblait que ça faisait partie de Razer, qui est une excellente marque. C'est fou quand on est fan. Hein. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, je serais prêt à acheter tout de Razer. Hein. En fait, je suis un ancien gamer également, donc j'ai cette émotion. Ça tombe bien, je rigole, c'est parce que j'ai ma prochaine question là sous les yeux, et quand tu dis ça, c'est marrant, parce que la prochaine question, c'est t'es plutôt PlayStation, Xbox ou Switch? Incroyable. PC. PC, pardon, attends, je vais le rajouter. Ah oui, rajoute-le, David, parce que là, tu viens de faire une erreur. Attention à ceux qui sont pro PC. Hein. Là, PC, ok. Moi, c'était Warcraft et compagnie. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, tiens, parce que je suis en train de faire des tests juste parce que je suis curieux et j'aime bien l'évolution. Qu'est-ce que tu penses du cloud gaming aujourd'hui? Je sais pas si tu as testé. Le cloud gaming, tu peux me rappeler rapidement ce que c'est? Le cloud gaming, c'est en clair, c'est de jouer à des jeux directement, ils sont pas émulés, mais ils sont joués sur des grosses bécanes de Google, etc., comme Stadia par exemple, comme GeForce, etc. Et on est connecté directement à ces serveurs, et au final, on a juste un flux vidéo, mais on joue quand même. Tu vois, c'est au lieu d'avoir une PlayStation et de jouer sur sa PlayStation, par exemple, ou d'un vrai PC, on a juste besoin d'un écran, d'une manette. Ah oui, comme fait Shadow, par exemple. Comme fait Shadow, par exemple. Voilà. Okay, sauf que là, incroyable. Shadow, c'est un PC, sauf que là, le cloud gaming, c'est vraiment, t'es directement... Incroyable. Le cloud gaming, si tu veux, c'est le skill du gaming. Ouais, je crois que tu vois le truc, tu vois. Ouais. Bah écoute, je connaissais pas trop ce terme, je connaissais pas trop le principe, mais je Ok, t'iras voir Stadia, et en ce moment je suis en train de tester, je trouvais ça super, c'est du PC, à mon avis, c'est le PC du futur. Incroyable. Ouais, c'est un truc fort. Et c'est là où on rejoint juste la notion de rapidité, d'évolution. Aujourd'hui, il faut être tellement speed dans cette évolution, ça bouge tellement rapidement que il faut être quand même un petit peu à la pointe, ou alors après il faut être berger à la campagne, et c'est ok. Hein. Exactement. Et d'où également le projet Skill, où on veut vraiment que les gens qui sont abonnés à Skill soient à la page, quoi, en permanence, avec les nouvelles masterclass qu'on lance. En plus, c'est 2 contenus premium par semaine, et on va accélérer le rythme. Hein. Donc, et ensuite, on va mettre l'intelligence artificielle également. Donc, vous allez arriver sur Skill, en fonction de votre business model, on va proposer un parcours, des masterclass. Là, on n'a pas encore assez de masterclass pour proposer ça, mais ça va être quelque chose qui va être développé sûrement sur la V3. C'est normal, c'est une MVP, il faut déjà du feedback, il faut déjà consommer, hein. Attention, il faut déjà consommer tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de... déjà, si vous consommez tout ce qu'il y a,
bravo, et si surtout vous le mettez en application, bravo, parce qu'il y a Ouais. du lourd, et il y en a pas mal maintenant. Donc il faut aussi, je pense, le mettre en application, tout Oui, ça. oui. Mais c'est vrai que c'est bien de se dire, ok, grâce à Skill, là vous allez être tout le temps à la page en termes d'évolution, ça c'est important. Si tu avais un Clairement. seul conseil, Pablo, à laisser à tous ceux qui nous regardent, ça serait lequel? Un seul, mais vraiment le plus pertinent par rapport à ton expérience dans le business en ligne. Soyez constant. La perte de constance, c'est ce qui va vous tuer. La constance, en général, découle de la perte de motivation, et ce qui est tout à fait normal. Mais mettez-vous un coup de pied au cul, si je peux dire ça comme ça. Rattachez-vous sur vos fondamentaux, qui est votre pourquoi et pourquoi vous êtes lancé là-dedans, et continuez. Même si vous avez peu de résultats, vous ne savez pas où vous pouvez, ne sous-estimez pas sur qui vous pouvez tomber, premièrement, et deuxièmement, où vous pouvez être dans 2 ans. J'aurais jamais imaginé, j'étais à milieu d'imaginer, là où je suis actuellement, il y a 10 ans de ça en arrière, ne serait-ce que 50 de ça en arrière. Vraiment, l'évolution a été très rapide et ça peut être explosif. Soyez constant, vous allez tomber naturellement sur les bonnes personnes, et je crois beaucoup en la loi de l'attraction, et on attire les gens qui nous ressemblent. Soyez positifs, lâchez pas, et vous allez voir que si on se revoit dans 5 ans, c'est sûr que vous êtes ailleurs. La constance, la constance. Ouais, merci. 3 livres que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent? Le livre de Cialdini, forcément, Manipulation Influence, qui est un classique. Ouais. Le livre de Sabri Subi, je sais plus comment il s'appelle ce C'est livre-là. Like Crazy. Voilà, Sell Like Crazy. Alors c'est vraiment purement marketing, mais c'est Il est bon, lui. vraiment, ouais, c'est vraiment un super livre. Alors ce que j'adore dans le livre, c'est que c'est très schématisé. Je sais qu'il y a Russell Brunson également qui a fait ça sur son livre, sur ces Comme books-là. experte, ouais. Voilà, c'est très schématisé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et le troisième que j'ai lu récemment, c'est un livre de Fabien. Attends, je l'ai là. Attends, je le retrouve. Attends. Vas-y. C'est. Alors, je suis allé chercher un livre, je reviens avec 2 livres. Alors, il y a ce livre-là qui est pas très connu, Marketing Rébellion, qui est superbe. Ça, c'est superbe. Si jamais, ouais. Mark Schaeffer, justement, qui est un expert en personal branding, etc. Et lui, en gros, il dit que le marketing est mort et il axe tout sur le branding. C'est excellent. Marketing Rébellion. Et c'était le Fabien Olicard, tu sais, Ah oui, ok. ouais, Attends, excellent ce livre. Si vous voulez améliorer votre productivité, c'est vraiment un livre excellent. ok, Donc, voilà je connais les. pas trop le livre. Merci, génial. Bon, de toute façon, alors si vous aimez lire, vous avez là plein de livres qui vous a conseillé Pablo. Et si vous aimez vraiment pas lire, inscrivez-vous sur Skill. De toute façon, on vous a montré le lien. Le lien sera en description. Allez-y, pour le coup. C'est le coût de 1 ou 2 kebabs par mois, c'est le coût de, pour ceux qui fument, un paquet de clopes, c'est le coût de... Voilà, c'est-à-dire que investir en vous, c'est vraiment à la portée de tous, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que c'est très bien fait, parce qu'il y a une belle expérience client, parce qu'on se rappelle de belles choses, parce qu'il y a du beau contenu, parce qu'il y a des magnifiques experts, parce qu'il y a vraiment... une différence dans les skills, et j'aime beaucoup le jeu de mots de skill, du nom, et en effet on peut aller du marketing au branding en passant. Alors je sais plus s'il y a je suis en train de regarder alors il y a de la vente, il y a du business model, il y a de la communication, il y a de l'opérationnel. En mindset, peut-être qu'il y a... Ça arrive. Mindset, ça arrive. Ouais. On a une belle masterclass de Sacha Lacoste qui va faire une masterclass sur les différentes intelligences de l'entrepreneur. Et on a Kahneman également qui va normalement donner une masterclass sur le prochain tournage sur le côté plus spirituel et l'alignement de l'entrepreneur. Donc il y a une grosse partie de mindset également qui va être mise en place. Et on sait très bien que c'est 80% de mindset, 20% d'opérationnel. Si jamais vous n'êtes pas le mindset. Je suis en train de regarder, vous avez Instagram et son influence, le référencement naturel est une arme, vous avez les secrets d'une croissance explosive sur YouTube, vous avez le copywriting, vous avez automatisé sa prospection sur LinkedIn, etc. Je vais pas tout spoiler, même si je pense que t'en as dit pas mal sur le site et sur le front. Vous avez des experts comme Alexandre Cormon, des experts comme Sébastien Tissier, Léo Castel. Vraiment,
il y a du lourd, il y a vraiment du lourd, voilà, donc allez-y, les yeux fermés, je peux vous l'assurer, moi en tout cas, je suis client. Merci beaucoup, David. Et c'est une super expérience au-delà de l'expertise que vous pouvez donner. Donc pour tous ceux qui commencent le business en ligne, et même si on ne commence pas le business en ligne, on peut toujours se former, et je pense qu'on doit toujours se former si on est un entrepreneur. Merci à toi, Pablo. J'ai vraiment eu un super plaisir, parce que j'ai une admiration pour toi, Pablo, parce qu'on a à peu près le même parcours. J'ai commencé dans le web design, j'ai eu une agence de publicité avec des grandes marques, tu as travaillé avec des grandes marques. On a aimé Instagram et on aime toujours Instagram. Ouais. On aime le branding à fond. On est, je pense, on est là pour vulgariser, éduquer sur le branding. Donc, on a les mêmes convictions, et c'est pas parce qu'on a les mêmes convictions qu'il faut forcément être ennemi. Au contraire, j'ai une admiration pour Pablo. Donc, au contraire... merci beaucoup, David, c'est réciproque. Et je le dis avec beaucoup de cœur, vraiment, et sincérité, authenticité. C'est pas parce que tu es en interview, c'est pas... Non, c'est déjà, si je t'ai invité, c'est vraiment parce que je le pense. Mais soyez pas... essayez, et je vais donner un dernier conseil, mais je pense qu'aujourd'hui, la bienveillance, aujourd'hui, tu l'as dit, la vision, mais je pense qu'on a ce qu'on recherche vraiment. Ouais. Et pour ça, ayez simplement de la bienveillance. Voilà, aujourd'hui, Pablo, il fait autre chose. Il pourra certainement m'aider dans mon business. Je pourrais certainement l'aider dans ses business. Et je pense que c'est cette synergie, cette constructivité qui fait qu'on va aller de l'avant, et non pas de dire ah lui il fait pareil que moi, lui il fait du branding, et ça c'est vraiment destructeur. Je vous le conseille pas. J'entends trop d'entrepreneurs dire ah mon concurrent lui je vais le fumer, ça sert à rien. Aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde, et si vous êtes le plus intelligent, le plus smart, et que vous avez métier du branding, vous allez y arriver sans détruire les autres. Voilà, c'était un mot, désolé, j'ai pris un peu la parole, mais j'avais un petit peu une conviction là-dessus, à dire, dans tous les cas, énorme respect à Pablo, et j'espère avoir une conversation de nouveau très rapidement. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. C'était un moment de bonheur de partager ça avec toi. On a pu reparler un peu de mes premiers amours Instagram en plus. J'ai pu donner des petits conseils sur Instagram, ça m'a rappelé la belle époque. Maintenant, c'est différent. Voilà. 1h37, désolé pour le temps, Pablo, mais c'est quand je suis passionné et quand j'aime, c'est nos limites pour moi. Donc merci à vous, à bientôt, ciao. Un dernier mot, Pablo, vas-y, le micro est à toi. Soyez, allez regarder skill.com.